Souhaitez-vous protéger vos systèmes des logiciels malveillants? Découvrez dans ce cours de formation comment prévenir, détecter et supprimer les virus, logiciels espions, rançongiciels, chevaux de Troie et bien d'autres malwares. Vous allez apprendre les meilleures pratiques et les meilleurs outils pour garantir la sécurité de vos informations et la stabilité de vos systèmes. Dans ce cours sur les logiciels malveillants, nous allons voir en première partie les différents malwares qui existent et dans une deuxième partie les outils et les méthodes pour prévenir et donc se protéger des menaces qu'ils représentent, détecter et identifier si vous êtes infecté et si oui par quel malware, et enfin supprimer les logiciels malveillants et restaurer vos machines à leur état antérieur. Et on commence avec les virus, le type de malware que probablement tout le monde connaît et qui ont pour caractéristique principale d'être capables de se reproduire par une ou plusieurs méthodes. On parle alors d'infection, comme pour les virus du monde vivant. Ils sont le plus souvent composés de trois parties. D'un moyen de transmission qui permet au virus de se répliquer et de contaminer plus de systèmes, d'un déclencheur qui définit les conditions requises pour l'exécution du virus, et d'une charge utile qui est la partie qui va attaquer réellement un système, par exemple en supprimant des fichiers ou en les transférant à d'autres systèmes. Les spyware, que l'on appelle en français les logiciels espions ou mouchards, sont des malwares ayant pour objectif de collecter des informations à l'insu de leurs victimes. Les spyware peuvent espionner les habitudes d'un utilisateur, mais aussi les données d'identification ou encore transmettre des images caméra ou les sons micro d'un appareil portable. Passons ensuite aux ransomware ou rançongiciels, qui sont des programmes malveillants ayant pour capacité de rendre les machines inutilisables. Pour ce faire, le ransomware chiffre une partie des données contenues sur un système. Le décryptage de ces données ne pouvant être effectué qu'en échange d'une rançon, le plus souvent sous forme de crypto-monnaie. Généralement, les rançons servent à financer les organisations criminelles, et c'est donc pour ça qu'il est conseillé de ne jamais payer une rançon. Par analogie au cheval de Troie de la mythologie grecque, le trojan informatique vient introduire une implication malveillante à l'insu de l'utilisateur. Pour ce faire, le cybercriminel place en quelque sorte un morceau de code malveillant dans une application en laquelle la victime a confiance. L'exécution de ce programme installe alors le logiciel malveillant et le système est infecté sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. La charge utile, qui est la partie malveillante du cheval de Troie, peut être un virus, un spyware, un keylogger, etc. Les worms, en français vers informatique, sont des logiciels malveillants ayant la capacité de se reproduire sur les réseaux par eux-mêmes, c'est-à-dire sans intervention d'un utilisateur. On les différencie des virus qui, eux, nécessitent le plus souvent d'une intervention humaine pour être installés. Mais la frontière est souvent mince entre ces deux types de malware. Les rootkits font partie des menaces informatiques les plus difficiles à déceler. Ils permettent à un cybercriminel de pouvoir avoir accès à un système sans le consentement de l'utilisateur par l'utilisation de backdoors. Les rootkits peuvent résider dans le secteur d'amorçage disque, dans les DLL ou encore dans des logiciels existants, et ils sont rarement détectables pour les antivirus et les anti-malware. Les bots, des robots en français, sont des logiciels malveillants permettant l'exécution d'instructions à distance. Parfois plusieurs bots sont utilisés pour effectuer une attaque. On appelle ce groupe de robots un botnet ou un réseau de robots. L'usage courant des botnets concerne les attaques de type DDoS, qui signifie déni de service, et qui ont pour but de nuire au bon fonctionnement d'un système, voire d'empêcher complètement son fonctionnement en envoyant une armée de robots pour saturer les serveurs par exemple. Ils sont aussi utilisés pour relayer du spam ou des opérations de phishing. Afin de contrôler le réseau de bots, l'acteur malveillant utilise un système Command and Control, en utilisant des canaux de messagerie IRC. Le contrôle du botnet peut aussi s'effectuer via des canaux décentralisés tels que le peer-to-peer, HTTP ou parfois même les réseaux sociaux tels que Twitter. Et enfin, le keylogger, soit enregistreur de frappe en français, qui est une application qui enregistre les entrées d'un système dans le but de récupérer les informations personnelles des identifiants, des mots de passe, etc. Ils existent sous forme d'applications malveillantes, mais aussi sous forme physique, telles que des clés USB ou des câbles USB. Le meilleur moyen de ne pas être infecté par un malware, c'est encore d'empêcher qu'il pénètre dans un de nos systèmes. Nous allons voir maintenant différentes méthodes pour prévenir, détecter et supprimer les malwares. Et on commence avec les antivirus et les anti-malware. Encore une fois, vous devez avoir un antivirus. Il doit être toujours activé et configuré de sorte que les mises à jour soient régulières et fréquentes.
Il y a encore quelques temps, les antivirus et les anti-malware étaient des logiciels différents, mais aujourd'hui il n'est pas rare de voir des antivirus s'occuper aussi des malwares. Les antivirus et les anti-malware scannent constamment et en temps réel les fichiers qui transitent sur les ordinateurs, et cela leur permet d'identifier instantanément si un logiciel malveillant est en train d'infecter un système. Une autre utilisation possible avec les antivirus est de réaliser ce qu'on appelle un scan complet. Ce type de scan vient vérifier l'intégralité des fichiers sur tous les disques, afin d'identifier des menaces qui seraient passées au travers des filets de la surveillance en temps réel. Enfin, il est de bonne pratique de toujours avoir la base de données des signatures de virus et logiciels malveillants à jour. En effet, un logiciel malveillant exploitant une nouvelle faille de sécurité peut se propager extrêmement rapidement. Et le premier moyen d'identifier ces nouveaux virus sera le plus souvent au travers d'une mise à jour de la base de données de l'antivirus. Les firewalls logiciels sont un très bon moyen d'empêcher et de détecter un trafic qui pourrait être à risque. En effet, le firewall vous protège des malwares et autres attaques en bloquant ou en autorisant le trafic sur les ports. Et si malgré tout votre système est infecté, le firewall logiciel peut aussi vous permettre de bloquer les communications qu'il peut avoir avec l'extérieur. Et oui, le malware installé sur votre machine peut avoir un système destiné à exfiltrer des documents, récupérer des identifiants mots de passe ou encore avoir besoin de télécharger d'autres logiciels malveillants. Le firewall vous permet donc d'empêcher ce logiciel malveillant de communiquer avec des systèmes extérieurs à l'entreprise. Vous connaissez déjà Windows Defender, le firewall logiciel installé par défaut sur Windows. Le DNS, vous vous en souvenez, c'est un peu comme le répertoire téléphonique d'Internet qui vous permet de taper des URL comme www.google.fr qui sont bien plus faciles à retenir qu'une adresse IP telle que 216.58.213.131 par exemple. Eh bien, un DNS sécurisé, c'est globalement le même répertoire, sauf qu'il dispose d'une liste noire de sites qui sont identifiés comme des sites à risque, tels que des sites contenant des virus et des malwares, des sites connus pour des pratiques d'hameçonnage, ou encore des sites qui utilisent le typosquattage pour se faire passer pour un site légitime. Le typosquattage, c'est quand une adresse URL d'un site est volontairement saisie avec une faute de frappe pour ressembler à une adresse légitime. Par exemple, on peut écrire Google en remplaçant un O par la lettre C. Nous allons maintenant aborder le sujet de la formation des utilisateurs. En effet, le plus souvent, le point d'entrée pour un logiciel malveillant le plus facile à exploiter, eh bien, c'est l'utilisateur. Il peut être victime de hameçonnage et communiquer des identifiants, ou bien cliquer sur un lien à risque ou encore télécharger une pièce jointe contenant un virus, et ce le plus souvent sans s'en rendre compte. Il est donc important de former les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité, car le plus souvent, ils sont juste inconscients des risques. Et leur présenter les différentes techniques d'ingénierie sociale et les différents types de malware vous faciliteront la vie dans la gestion des risques de cybersécurité. Voyons ensuite la console de récupération de Windows, que l'on appelle Recovery Console en anglais. La console de récupération, eh bien, c'est tout simplement un démarrage sur l'invite de commande. C'est un peu un mode sans échec mais sans l'interface graphique. Cela permet à l'administrateur du système d'effectuer des opérations d'identification et de suppression des malwares, éventuellement d'effectuer des tâches de backup, de désactiver ou d'activer certains services ou périphériques au démarrage de Windows, et de planifier des restaurations de disques ou de réparation de secteurs de démarrage. En effet, en lançant uniquement l'invite de commande, on minimise le risque de lancer des logiciels potentiellement infectés. Le problème lors d'une infection avec un virus, ou un ver, ou un autre logiciel malveillant, c'est qu'on n'est jamais sûr de pouvoir nettoyer un système à 100%. La seule solution est alors de restaurer l'intégralité du système à partir d'un backup fiable. Sur Windows, cette fonctionnalité s'appelle Backup and Restore, et elle permet de créer des images système et de restaurer un système complet. De plus, de nos jours, les attaques de rançongiciel sont très courantes. Si vous disposez de backup et d'images système que vous effectuez régulièrement, eh bien vous craindrez moins ces attaques car vous serez en mesure de restaurer le système sans avoir à payer de rançon.